Bonjour, bienvenue aux semaines de l'évolution professionnelle. Nous sommes donc sur le dernier jour de cet événement qui est organisé donc du 9 au 20 octobre et qui est co-organisé par l'APEC, qui est l'Agence pour l'emploi des cadres, le réseau EVA dont on va parler un petit peu plus tard aussi, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, et bien sûr en association avec nos partenaires nationaux et régionaux, dont Cap Emploi qui est ici présent et à qui je donnerai la parole tout à l'heure et nous allons animer donc ce webinaire ensemble. Donc ces semaines, oui, quelques règles et consignes avant de démarrer. Vous avez un onglet chat, je vois que certains s'en sont déjà emparés, et juste à côté de l'onglet chat, vous avez un onglet questions. Et en fait, on vous propose d'utiliser cet onglet questions pour poser vos questions, auxquelles nous répondrons donc en fin de webinaire, sachant que vous avez la possibilité donc de voter pour les questions qui vous intéressent le plus, et ça les fait justement remonter dans la liste de questions. Ces semaines de l'évolution professionnelle, donc en fait c'est un événement qui est 100% digital et 100% gratuit et accessible à tous, et qui permet de répondre en fait aux interrogations que vous pourriez avoir sur les questions d'évolution professionnelle. Donc il y a eu 100 webinaires thématiques qui ont traité de différents sujets sur l'immersion professionnelle, sur les dispositifs de financement. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on va vous parler de l'accompagnement du CEP face à un problème de santé. Et pour cela, je suis accompagnée ce matin de Géraldine qui va se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Géraldine François, je suis responsable au sein du Cap Emploi 13 sur la communication et au niveau du maintien dans l'emploi. Et je suis aussi la correspondante régionale maintien dans l'emploi pour notre réseau, pour le réseau des Cap Emploi de PACA. Merci Géraldine. Donc moi-même, je suis Carole de Lampunani, je suis manager du régional pour le conseil en évolution professionnelle. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui s'adresse bien évidemment à tout public et aussi à une dimension nationale, même si nous sommes toutes les deux en région PACA. Donc, comme je vous le disais, on va parler du conseil en évolution professionnelle qui vous accompagne face à une problématique de santé. Et de façon plus précise, on va voir ensemble comment agir et ne pas subir justement cette situation, et comment gérer sa vie professionnelle en cas de problème de santé. Alors, un petit sommaire, vous allez voir que c'est un webinaire qui va se faire en 2 temps. En 3 temps, même si je puis dire, un temps plutôt rapide sur lequel on va se mettre d'accord sur la sémantique, puisqu'on va aborder des définitions sur qu'est-ce qu'on entend par problème de santé, de quoi on parle. On va partir de différentes situations pour que peut-être vous puissiez vous retrouver aussi dans les différentes situations qui posent une problématique de santé. Et dans ces situations, on va aborder rapidement un certain nombre de dispositifs, de solutions qui sont à votre disposition, qu'on reverra dans un second temps en résumé de façon plus approfondie. On balayera les mesures possibles et les accompagnateurs qui peuvent intervenir lorsqu'on est dans une problématique de santé. Et on terminera bien évidemment en vous parlant de ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Alors, Géraldine, je te laisse la parole sur la sémantique, sur les problématiques de santé. De quoi parle-t-on ? Tout à fait. Donc, il y a différentes notions et on pensait que c'était important peut-être de faire un petit éclairage sur ces différentes notions qui regroupent pas mal de choses. Donc, la première notion, c'est la notion de maladie professionnelle. Donc, la maladie professionnelle, c'est une conséquence directe, en fait, d'une exposition habituelle d'un travailleur sur un risque, quel qu'il soit, physique, chimique, biologique, et qui résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Et il peut demander, en fonction de certains tableaux que vous pouvez retrouver au niveau de la sécurité sociale, pour faire une demande de maladie professionnelle. Et cette demande, elle est bien sûr demandée par la personne assortie de son médecin traitant, en fait. Donc ça, c'est une première définition.
Après, il y a l'accident du travail. L'accident du travail est totalement différent de la maladie professionnelle, considérant que l'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, c'est un accident qui survient du fait ou à l'occasion du travail pour un salarié qui est subi, enfin qui est immédiatement subi, quel qu'en soit son lieu ou sur le lieu d'exercice du travail, en fait. Ou on parle aussi d'accident de trajet travail sur un trajet habituel. Après, on a la notion du handicap. Le handicap, il y a une définition, ça concerne bien sûr toutes les personnes qui ont une possibilité d'obtenir ou de conserver leur emploi, sont réduites par une altération d'une ou plusieurs fonctions, qu'elles soient physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Et la notion de reconnaissance de la qualité de travail handicapé est délivrée par la Maison de l'Autonomie qui regroupe les services de la MDPH. Ensuite, on a une notion qui est de l'incapacité. Donc, c'est pour préciser que parfois c'est dur aussi de s'y retrouver. Donc, cette notion d'incapacité, là, ça désigne plutôt l'impossibilité de travailler ou d'effectuer certaines tâches dans son emploi suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et cette notion d'incapacité, elle peut être temporaire, permanente, partielle ou totale. Et là, elle va être prononcée par le médecin conseil de l'assurance maladie, qui va permettre d'ouvrir des droits à soit une aide en capital, soit une rente en fonction du taux d'incapacité permanente. Donc, on parle du taux d'IPP dans le cas d'un accident de travail ou du taux d'IPP aussi dans le cas d'une maladie professionnelle. Puis, on a une notion qui est la notion d'invalidité. Là, la notion d'invalidité, c'est parce qu'en fait, il y a une capacité réduite, une capacité de gain qui est réduite à la suite d'une maladie, d'un accident de la vie quotidienne ou d'une maladie non professionnelle. Et là, l'invalidité, elle couvre 3 catégories, la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3, et qui permet d'obtenir une pension pour compenser la perte de salaire, pour compenser surtout la perte de capacité de gain. Sur la dernière notion, c'est la notion d'inaptitude. L'inaptitude au poste de travail, là, c'est une notion qui est délivrée quand il y a un état de santé physique ou mental qui rend incompatible avec le poste qu'il occupe et qu'il n'y a aucune mesure d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail qui est possible. Et la notion d'inaptitude, elle est délivrée par le médecin du travail uniquement. On est bien sur une notion d'aptitude au travail ou d'inaptitude au travail au poste dans l'entreprise en fonction de l'état de santé du salarié et parce qu'il n'y a pas de mesure possible d'aménagement du poste de travail. Merci Géraldine pour ces précisions. On va du coup passer sur les différentes situations et vous expliquer dans un premier temps quelles sont les mesures. Justement, Géraldine parlait de mesures. Quelles sont les mesures qui sont possibles et à qui il est possible de s'adresser en fonction de ces situations. Donc la première situation, vous allez voir que ça monte crescendo. C'est une personne qui rencontre un problème de santé mais qui est toujours en activité. Donc c'est le cas de Marie qui aujourd'hui a 40 ans, qui est en CDI, qui est coiffeuse en fait depuis 20 ans et qui rencontre un problème de tendinite en fait à l'épaule qui va lui imposer un repos total. En fait, elle voudrait ne pas s'arrêter car le salon de coiffure dans lequel elle exerce est en cours de rachat. Et en fait, elle a des inquiétudes parce qu'évidemment, elle se demande si elle va pouvoir continuer à exercer son métier, mais elle ne sait pas quoi faire d'autre. Et si elle doit partir, elle ne sait pas comment partir. Elle aimerait peut-être éventuellement faire une formation si elle part et si elle se retrouve au chômage. Mais en fait, elle est tout au début de sa réflexion et du coup, elle ne sait pas par où commencer. Dans ce cas de figure, elle peut bénéficier aujourd'hui de 2 mesures. La première, ça s'appelle ce qu'on appelle un bilan de compétences. Alors, encore une fois, on ira plus loin un petit peu après sur le détail du bilan de compétences, mais que
pour que vous sachiez de quoi on parle, ça permettrait en tout cas à Marie de déjà faire le point sur sa situation, de voir aujourd'hui si la solution du changement est la plus adaptée et de définir du coup quelles seraient les pistes professionnelles vers lesquelles elle pourrait s'orienter ou se réorienter si jamais elle décidait véritablement de prendre un virage à 360 degrés par exemple. Et elle peut bénéficier aussi de ce qu'on appelle un accompagnement CEP, donc l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle, dont nous représentons aujourd'hui 2 opérateurs, Cap Emploi et le réseau EVA. Et en fait, cet accompagnement peut lui permettre aussi de faire le point sur sa situation et de définir quelle peut être la stratégie la plus adaptée. La différence entre les deux, c'est que le bilan de compétences va zoomer de façon plus spécifique sur les compétences professionnelles que Marie possède, alors que l'accompagnement CEP, ça va être un accompagnement sur un plus long terme et qui peut se faire avant, pendant, voire même après le bilan de compétences. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut solliciter? Bien évidemment, elle a à disposition le service social de l'assurance maladie. Ça, on va voir que c'est un service qui est récurrent et qui est important quand on rencontre un problème de santé. On a aussi évidemment la possibilité de solliciter son médecin du travail, l'opérateur CEP dont on parlera un petit peu plus tard aussi. Et l'objectif de ce travail, ça va être de mesurer justement la nécessité et les conséquences d'un éventuel arrêt de travail, puisque dans le cas de Marie, elle est toujours en activité. Géraldine, tu n'hésites pas si tu veux ajouter des choses à la présentation. La situation 2, c'est Sébastien qui, lui, rencontre aussi un problème de santé, mais qui, lui, est en arrêt de travail. Et la nuance est importante, parce que vous allez voir que quand on est en arrêt de travail, on peut avoir accès à des mesures auxquelles on n'a pas forcément accès quand on ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en arrêt de travail, mais en tout cas, il faut le savoir. Donc, Sébastien, il a 32 ans, il est développeur web en CDI. Il est en arrêt suite en fait à un burn-out. Et en fait, il se questionne parce qu'il ne trouve plus du tout de sens à son métier et il souhaite en changer. Donc, il envisage une démission professionnelle, mais il ne semble pas éligible à cette démission. Et il souhaite aussi obtenir une reconnaissance travailleur handicapé et trouver un autre métier. Alors, dans ce genre de situation, de quoi peut-il bénéficier? Il peut bénéficier d'un bilan de compétences aussi, qui peut se faire du coup durant l'arrêt de travail. Et il peut aussi bénéficier de ce qu'on appelle une mise en situation professionnelle. Et là, il y a plusieurs possibilités qu'on détaillera tout à l'heure, qui sont la mise en situation professionnelle qu'on appelle la PMSMP, mais aussi l'essai encadré. La mise en situation, en fait, très simplement, c'est une immersion dans une entreprise qui permet, on le verra tout à l'heure, plusieurs objectifs, à la fois de tester un métier, mais aussi de découvrir un métier ou de préparer un futur recrutement. Il peut aussi bénéficier d'une action de formation et il va certainement aussi à un moment donné mettre en place une visite de pré-reprise avec son médecin du travail et bénéficier aussi d'un rendez-vous de liaison pendant l'arrêt entre le médecin du travail et l'employeur et le salarié. Et ça, c'est s'il le souhaite. Et il peut solliciter, en termes de services, des services sociaux de l'assurance maladie, notamment pour le maintien des IJJ, c'est-à-dire des indemnités journalières, s'il est amené à mettre en place des mesures pendant en fait son arrêt de travail. Il peut solliciter aussi le médecin du travail, l'opérateur CEP Cap Emploi qui se présentera aussi tout à l'heure grâce à Géraldine. Et dans ce cas-là, l'objectif, ça va être de voir avec lui comment est-ce qu'il peut bénéficier d'une aide qui peut être multiple pour envisager justement la suite. Troisième situation, non, juste avant, pardon, on fait un petit zoom sur l'importance en fait de préparer le retour au travail quand on est en arrêt de travail. Parce que l'arrêt de travail, c'est un temps un peu à part dans lequel il se passe pas mal de choses dans la tête aussi de la personne qui est en arrêt. La personne a besoin de faire le point sur sa santé, elle a besoin souvent de se soigner, mais elle a besoin parfois aussi d'anticiper et de préparer son retour à l'emploi. Et là, ça va être important d'identifier les interlocuteurs et de pouvoir profiter de ce temps pour aussi faire les démarches nécessaires et recevoir le soutien aussi qui est nécessaire. D'où l'importance de la visite auprès du médecin du travail et de cette possibilité de visite de pré-reprise qui est à la demande du salarié.
Peut-être que c'est, en fait, le message qu'on veut faire passer ici, c'est certes, l'arrêt de travail, c'est un temps à part parce que, il faut se soigner, il faut mettre en place, mais il arrive à un moment où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir, sur l'avenir professionnel, en fait. Et l'idée, c'est vraiment et on le verra un peu plus tout à l'heure, il y a des acteurs. Vous n'êtes pas tout seul face à un problème de santé. Il y a un réseau d'acteurs autour de vous qui peuvent vous aider. Et il faut anticiper, en fait, parce qu'on le sait très bien, plus longtemps on reste en arrêt de travail, alors quand il est nécessaire, parce qu'il y a des soins importants à mettre en œuvre pour pouvoir vous soigner, il arrive à un moment où l'état de santé est un peu plus, n'évolue plus, ou qu'il y a des conséquences de votre problématique santé et vous pouvez les mesurer seul aussi sur votre capacité de travail. L'idée, c'est de pouvoir anticiper et d'aller voir le médecin du travail en visite de pré-reprise, parce que l'outil de la visite de pré-reprise, mais je pense qu'on en refait un éclairage tout à l'heure, c'est vraiment l'outil de préparation au retour à l'emploi. Et pendant ce temps d'arrêt, aujourd'hui, ce qu'on avait peut-être moins avant, on peut mettre en place des mesures, en fait, nécessaires pour travailler sur un nouveau projet ou pour anticiper un retour dans l'entreprise, pour vous retester avant que ce soit la dégringolade et l'inaptitude comme on en a parlé tout à l'heure. Exactement. Je te laisse reprendre la main. Merci Géraldine pour ces éclairages. Alors, troisième situation, là c'est une personne qui est en cours ou qui a une reconnaissance travailleur handicapé. Donc il s'agit de Ronald, qui a 46 ans, qui est manutentionnaire de nuit, qui travaille en fait depuis 20 ans dans une entreprise familiale avec une reconnaissance travailleur handicapé en cours de validité. Il rencontre en fait une problématique de dos. Il ne peut plus porter de charges lourdes et il ne veut plus travailler la nuit. Donc il hésite entre une reconversion pour éventuellement devenir aide-soignant ou bien rester dans l'entreprise, mais probablement il va falloir envisager pourquoi faire s'il reste dans l'entreprise. Donc là, vous avez aussi donc la possibilité de bénéficier d'un bilan spécialisé qui est réservé aux personnes qui ont justement une reconnaissance administrative de leur handicap. La personne va pouvoir bénéficier aussi d'un bilan de préorientation avec la maison de l'autonomie ou les maisons départementales. Rappelle-moi PH, ce que ça veut dire, Géraldine. MDPH. Personnes handicapées. Merci. Maison départementale des personnes handicapées, pardon. Merci à toi. Et il va pouvoir aussi à nouveau faire une visite avec son médecin du travail. Et qui donc il peut solliciter dans ce cas-là? Ce sera bien évidemment le médecin du travail en priorité, et il pourra aussi se rapprocher de l'opérateur conseil en évolution professionnelle Cap Emploi. L'objectif là, dans la situation de Ronald, ça va être de vérifier s'il y a un maintien possible dans le poste, et si c'est pas le cas, quelles sont les autres solutions qui existent, notamment peut-être en matière de reconversion professionnelle par exemple. Un petit zoom sur les bénéficiaires aujourd'hui qui peuvent bénéficier de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés selon la loi du 11 février 2005. Donc, ce sont des personnes qui ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qu'on appelle communément le RQTH. Ce sont aussi des personnes qui sont victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et dont l'IPP, donc l'incapacité permanente partielle, est au moins égale à 10% et titulaire à ce moment-là d'une rente. Ce sont aussi les titulaires d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité réduise les 2/3 de leur capacité de travail. Enfin, les titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion qui portent la mention invalidité. Les titulaires de l'AAH, tu peux nous préciser, Géraldine, l'AAH? Alors, l'allocation adulte handicapé. Merci. Donc, c'est une allocation qui est donnée en fonction d'un état de santé. C'est pas le titre de RQTH. La RQTH, c'est une reconnaissance administrative, alors que l'AAH, c'est une allocation. Voilà. Merci pour la précision. Je suis désolée. Oui. Je suis obligée de fermer. J'ai un chat qui fait un peu de bruit, alors c'est rigolo. On va faire une pause un peu rigolote là. Et mon chat, il veut vraiment sortir, mais il pleut vraiment très très fort. Je vais l'enfermer. Et les dernières personnes qui peuvent bénéficier de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, ce sont les pensionnés de guerre ou assimilés.
Nous passons à une autre situation pour donc une personne qui là serait en invalidité suite à une maladie invalidante. Donc c'est le cas de Julia qui a 37 ans, qui est actuellement salariée en poste à temps partiel. Elle a un projet de création d'entreprise et elle se trouve en fait au tout début de sa réflexion. Donc quelles sont aujourd'hui les solutions qu'on peut proposer à Julia? Eh bien, il y a des aides de droit commun et notamment des aides de l'AGFIP sur lesquelles nous reviendrons un petit peu après. Il existe aussi un dispositif qu'on appelle le dispositif démissionnaire pour création et qui permet de démissionner sous certaines conditions et de pouvoir bénéficier de l'allocation chômage. Et il existe aussi la possibilité, bien sûr, d'être accompagné au projet pour pouvoir vérifier, et ça c'est très important, la comptabilité, pas du tout, la compatibilité entre l'état de santé de Julia et le nouveau projet. Donc c'est ce qu'on appelle un diagnostic de compatibilité. Dans ce cas-là, qui elle va pouvoir solliciter? En priorité, ce sera l'opérateur CEP Cap Emploi et des structures d'accompagnement à la création d'entreprises que sont les chambres consulaires, les boutiques de gestion qu'on appelle encore BGE ou encore BPI, où elle pourra bénéficier d'aide en fait à la création et à l'accompagnement. Dans le cas de figure de Julia, la priorité, ça va vraiment être déjà dans un premier temps de vérifier la compatibilité, et je recommence, entre l'état de santé et le nouveau projet, et après de voir quelles mesures on peut mettre en place par rapport à ça. Enfin, la situation 5, et ce sera la dernière, c'est Paul, 48 ans, qui est aujourd'hui gérant non salarié et qui risque en fait une inaptitude puisque il est gérant d'une structure unipersonnelle qui est spécialisée dans le traitement des charpentes et il est atteint d'une maladie invalidante qui le rend en fait inapte aux postures et efforts du métier. Donc là, on est vraiment sur, je dirais, le risque d'inaptitude plus. Et là, de quoi il peut bénéficier? Bien déjà d'une validation médicale par le médecin du travail ou du Cap Emploi si nécessaire. Bien sûr d'une réflexion sur son projet parce que Paul est gérant non salarié. Aujourd'hui, il risque l'inaptitude et il va falloir réfléchir avec lui et l'aider sérieusement dans qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée. Il a la possibilité aussi de faire une formation continue dans le cadre du maintien de la structure. Il va pouvoir bénéficier d'un bilan de compétences santé au travail, ce qu'on appelle BCST, qui peut être mobilisé en cas d'arrêt de travail. Il va pouvoir aussi bénéficier d'un accompagnement au projet professionnel qu'on appelle IncluPro et qu'on détaillera aussi peu de temps après, d'un bilan de préorientation et bien évidemment d'une visite médicale avec le médecin du travail. Qui est-ce qu'il peut solliciter dans ce cas? L'opérateur CEP Cap Emploi pour un accompagnement sur le nouveau projet éventuel, les services sociaux de l'assurance maladie, donc qu'on appelle la CARSAT, à nouveau pour l'histoire des droits aux indemnités journalières, et puis, mais aussi pour les travailleurs non salariés, sauf les auto-entrepreneurs, et puis bénéficier d'un service d'accompagnement des entreprises. Donc, si on résume, voici les outils et les mesures qui sont possibles selon les situations, les problématiques de santé qu'on peut rencontrer. Donc, au niveau de l'accompagnement, on a le service du conseil en évolution professionnelle, le bilan de compétences classique ou encore bilan de compétences santé au travail, préorientation et IncluPro. On a la possibilité de mobiliser avec vous des mises en situation professionnelle pour s'immerger au sein d'une entreprise. Et on a des aides financières qui sont soit portées par la GFIP ou de droit commun type compte personnel de formation et aussi le compte prévention pénibilité. Et on a aussi des visites de pré-reprise et des rendez-vous de liaison. Alors, on va commencer par vous parler des services d'accompagnement. Donc, le conseil en évolution professionnelle, on va le voir de façon un peu plus détaillée encore après, mais c'est un service public qui est gratuit, personnalisé, qui est accessible à tout actif, voire même après des personnes qui sont demandeurs d'emploi, on va le voir, et des personnes aussi indépendantes, et qui peuvent vous permettre d'être accompagnés pas à pas par rapport à votre situation, les démarches que vous avez à mener.
Le bilan de compétences, quant à lui, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment d'analyser avec vous quelles sont les compétences que vous possédez, à la fois professionnelles et personnelles, et de définir du coup un projet qui peut être un projet de reconversion, mais qui peut être un projet aussi d'évolution, qui peut être un projet aussi de création, de reprise d'entreprise, qui peut être un projet qui nécessite aussi de passer par une formation professionnelle. En tout cas, c'est un temps qui vous est dédié avec un conseiller bilan de compétences qui vous accompagne de manière vraiment très approfondie sur ce que vous pouvez mettre en place par rapport à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Pour ce qui est des autres types de bilans, je te donne la parole, Géraldine. Ok. Et du coup, il y a aussi des bilans de compétences santé-travail. C'est un bilan qui permet aussi d'éclairer sur le nouveau projet professionnel ou sur le projet de formation qui serait envisagé dans le cadre d'un parcours vert et dans l'emploi et qui est accessible aux salariés en arrêt de travail, avec bien sûr une demande de maintien de ses indemnités journalières. Donc il y a tout un processus en fait pour pouvoir accéder à ces bilans de compétences. Et ce sont des bilans de compétences qui sont financés par l'assurance maladie. On a aussi les bilans de préorientation qui est plutôt un outil d'évaluation des maisons départementales en fait des personnes handicapées. Là, c'est plutôt pour faire le point dans une équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est plutôt une session de bilan formation sur des cas un peu plus complexes en termes de problématiques santé ou de problématiques handicap, quelle qu'en soit la nature aussi. Mais ça permet de faire un point sur un temps un peu plus long parce que ces stages durent environ 8 à 10 semaines. Voilà, jusqu'à 30 heures par semaine. Et puis, il y a des dispositifs plus spécifiques qui sont financés, du coup, là, pour des catégories, enfin, pour des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, dont on a vu la liste tout à l'heure, et qui sont financés par la GFIP. C'est le dispositif Inclus Pro, qui permet aussi à ces personnes d'élaborer un projet professionnel, d'identifier les compétences acquises et transférables. Et ce sont des modules qui peuvent aller de 20 heures à 300 heures. Voilà. Donc là, on porte un éclairage en fait sur les accompagnements possibles en fait pendant qui permettent en fait, outre d'avoir le conseil en évolution professionnelle qui est plutôt un processus d'appui dans le cadre de l'élaboration du nouveau projet, d'y assortir des mesures pour pouvoir éclairer, se poser, définir les compétences transférables. Puis après, il y a des mesures de mise en situation qui permet d'aller tester en fait, qui permet de se confirmer, infirmer un projet ou préparer peut-être un futur projet de formation ou une future embauche. C'est la PMSMP, par exemple, la période de mise en situation en milieu professionnel, qui est une mesure qui est prescrite par le service public de l'emploi. Et là, voilà, on permet d'aller en situation professionnelle en entreprise pour tester, confirmer un projet, voire préparer une embauche possible. Après, on a un dispositif réservé pour les personnes qui sont en arrêt de travail et uniquement là pour les salariés. C'est l'essai encadré. Là, c'est un essai encadré de 14 jours qui permet d'aller tester aussi sa capacité de travail à reprendre sur son ancien poste, éventuellement de définir aussi les outils de l'aménagement ou sur un nouveau poste. Et cet essai encadré se fait pendant l'arrêt de travail et il est de 14 jours qui peut être renouvelé une fois et qui est fractionnable en fonction de la capacité la capacité de santé de la personne. Et ça, c'est une mesure de l'assurance maladie. Et puis, il y a ce qu'on appelle la convention de reclassement professionnel en entreprise. Là, on est plutôt sur une reprise d'emploi, en fait, pour pouvoir soit se remobiliser dans l'entreprise d'origine ou dans une autre entreprise et pour se former à un nouveau métier. Donc là aussi, c'est un dispositif de l'assurance maladie et qu'on peut mobiliser à la fois cette convention de reclassement professionnel en entreprise. Ça permet aussi de financer une partie du tutorat, une partie de la formation. On pourra y mettre aussi des aménagements du poste de travail.
Et ça permet en fait à la personne pendant un temps déterminé, on ne va pas rentrer dans les détails du CRPE, je pense que là il faut aller vers plutôt l'assurance maladie ou vers Cap Emploi pour pouvoir avoir des éclairages. Mais ça permet en fait de reprendre un poste dans l'entreprise, son poste ou un autre poste, mais de bénéficier d'une période de réadaptation et une période d'apprentissage sur ce nouveau métier. Et après, on a plein d'autres aides. Et là, je te redonne la parole, qui sont plutôt des aides financières. Oui, alors le CPF, vous devez certainement connaître, c'est le compte personnel de formation qui aujourd'hui, je suis réapparue. Voilà, qui permet de pouvoir financer ce qu'on appelle une action de formation, sachant que dans ce qu'on appelle une action de formation, vous avez la formation classique, mais vous avez aussi la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure, de faire un bilan de compétences ou encore, on n'en a pas parlé jusqu'alors, mais de faire ce qu'on appelle aussi une validation des acquis de l'expérience, qui permet donc de certifier un diplôme en rapport avec l'expérience que vous possédez. Donc ce CPF, on a tous aujourd'hui un budget CPF à partir du moment où on est entré dans la vie active et qui peut aller, qui est de 500 € par an pour les salariés qui travaillent au moins à mi-temps, donc qui peut aller jusqu'à 5 000 € et qui peut être abondé, je ne rentrerai pas aussi dans les détails aujourd'hui, mais qui peut être abondé soit par des dotations d'employeurs, soit par parfois aussi le Pôle emploi, soit parce que vous êtes justement dans une situation avec une reconnaissance administrative handicap. Donc ça, c'est une aide que vous pouvez tout à fait mobiliser. Vous avez aussi ce qu'on appelle le C2P, donc le compte professionnel de prévention. Et ça, c'est en fait réservé aux salariés qui peuvent être exposés à des facteurs de risque. Donc, il y a une liste bien précise des facteurs de risque au sein de l'entreprise. Et en tout cas, ces points C2P, vous pouvez les mobiliser en complément du compte personnel de formation aussi pour pouvoir justement aller vers un emploi moins avec des facteurs de risque moins importants, voire plus du tout de facteurs de risque. Ça, c'est tout à fait aussi possible et ça permet aussi d'anticiper les départs en retraite. Et après, vous avez les aides de l'AGFiP, comme par exemple les prestations d'appui spécifiques, qui peuvent vous permettre en fait un appui d'expert par type de handicap et qui vous permettent d'identifier justement les conséquences du handicap et les moyens de compensation. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dans les autres retraites, vous avez la fameuse visite de pré-reprise sur laquelle on a un petit peu zoomé avec les cas tout à l'heure, et le rendez-vous de liaison qui du coup n'est pas un rendez-vous médical, mais qui a bien pour objectif de maintenir le lien entre le salarié pendant l'arrêt de travail et l'employeur, et puis du coup de voir avec vous, d'informer le salarié de ce dont vous pouvez bénéficier en matière d'action de prévention de la désinsertion professionnelle. Aussi peuvent vous informer sur la fameuse visite de pré-reprise dont on expliquait l'importance tout à l'heure et les mesures d'aménagement du poste ou du temps de travail. Ah, puis on a bougé en même temps. Ah ouais? Ouais. Donc, juste avant que je te repasse la main, plutôt la parole, Géraldine. Donc là, on a vu tout ce qui était outils et mesures disponibles. Là, on va zoomer sur les acteurs qui sont susceptibles donc de vous accompagner dans ces situations. Et comme vous le voyez, selon la situation à traiter, ce ne sera pas forcément les mêmes. Il y a des acteurs qui sont plutôt sur la situation administrative, comme l'assurance maladie et les maisons de l'autonomie. Vous avez les acteurs qui sont plus axés sur la santé, comme le médecin traitant. Les acteurs de la situation socio-professionnelle, comme la CARSAT ou encore le Cap emploi. Et sur le projet professionnel, qui sont plutôt de l'ordre du conseil en évolution professionnelle. Voilà, je te laisse la parole, Géraldine. Du coup, on va passer au réseau des acteurs. Ce qui est important, donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, face à un problème de santé, vous n'êtes pas seul. Il y a plein d'acteurs qui gravitent autour du salarié ou du travailleur indépendant. Donc, il y a tous les acteurs déjà du soin, les soignants, le médecin traitant, qui est parfois le premier acteur qui peut aussi détecter une problématique santé. Et ce médecin traitant peut orienter vers le médecin du travail déjà pour préparer le retour à l'emploi. Il y a tout un bloc d'acteurs de l'assurance maladie. Alors, quand on parle d'assurance maladie,
Bien sûr, il y a l'assurance maladie, la sécurité sociale des salariés en activité. Il y a également la MSA. On les a oubliés, mais la MSA également est un dispositif de l'assurance maladie. Et autour de l'assurance maladie, il y a le médecin conseil, il y a le service administratif, il y a la prévention des risques et il y a les assistantes sociales de l'assurance maladie qui agissent aussi au niveau de la prévention de la désinsertion professionnelle et qui pourront rencontrer aussi le salarié ou le travailleur indépendant pendant l'arrêt de travail pour faire un bilan psychosocial et on le verra tout à l'heure. Et après, il y a tous les acteurs de l'entreprise, le médecin du travail, l'employeur, le référent handicap, les représentants du personnel, et tous jouent un rôle aussi dans la détection de la problématique santé et sont source aussi d'orientation vers le médecin du travail pour envisager de la visite de pré-reprise. Et après, vous avez des experts qui sont la MDPH, la GFIP, le Fonds d'insertion aussi des personnes handicapées dans la fonction publique et Cap Emploi. Donc là, si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur le rôle de chaque acteur, moi, je vous invite, et vous avez la source, en fait, sur ce slide, d'aller consulter le SIST PACA. C'est un système d'information en santé au travail en PACA. Et vous avez tout un document qu'on a réalisé dans un collectif qui regroupe tous ces organismes, aussi bien un médecin traitant que l'assurance maladie, que Cap Emploi, que la GFIP. Et vous pourrez retrouver à la fois le rôle de chacun, des schémas aussi sur des temps clés des temps clés quand on est en arrêt de travail et des mesures qu'on peut mobiliser. Et tous les outils qu'on vous a présentés tout à l'heure, vous en trouverez aussi une synthèse. Donc, quand on a une problématique santé, parfois on peut être confronté à des besoins de situation administrative. Donc, alors on a mis l'accent sur l'assurance maladie versant salarié. Donc là, la CEPAM, elle peut répondre à vos questions sur vos droits en appelant le 3646. Vous pouvez aussi solliciter votre site sur Amélie. Et il y a la maison départementale des personnes handicapées qui est aussi un outil, un lieu où vous allez pouvoir trouver un appui à la mobilisation de certaines aides et de certains accompagnements. Quand on a une problématique santé et que on est lié à un contrat de travail ou tout à l'heure on l'a dit, quand on est chef d'entreprise ou travailleur indépendant, plutôt quand on est salarié, parce que là je vais mettre à l'accent sur la visite de pré-reprise et les travailleurs indépendants aujourd'hui, même s'ils peuvent aujourd'hui aller vers un service de santé au travail, pour le moment c'est pas encore très développé. Quand on a un problème de santé, il faut mesurer en fait les difficultés qui seraient prévisibles sur le retour à l'emploi et on en a beaucoup parlé de la visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise, elle se demande pendant l'arrêt de travail, des arrêts de travail de plus de 30 jours, et elle se demande à l'initiative du salarié, mais également du médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale. Et le but de cette visite de pré-reprise, c'est bien un outil préparatoire au retour à l'emploi. Ça va permettre de faire le point sur les aptitudes à la reprise de travail. Et s'il y a une problématique, ça va permettre de commencer à réfléchir à la fois avec le salarié sur les modalités qu'il pourrait reprendre, mais on peut aussi aller vers l'employeur pour aller creuser le maintien en poste de travail, mais aussi, du coup, mettre en place justement la recherche d'un nouveau projet professionnel. Donc, c'est vraiment l'outil préparatoire au retour à l'emploi. Alors, je pense que dans le chat, il y avait pas mal de choses. J'ai essayé de regarder en même temps, mais dans la visite de pré-reprise, le médecin du travail, il n'y a pas d'avis qui est délivré et c'est vraiment l'outil préparatoire. Donc, s'il y a un frein du salarié à retourner s'il n'y a pas de transmission de conclusion directement à l'employeur. Il y a des partenaires après autour de la santé, autour de l'emploi et qui peuvent permettre d'avoir des relais nécessaires. Quand on voit le médecin du travail en visite de pré-reprise, s'il y a un besoin de prise en charge des freins périphériques et de commencer à travailler et de le soutenir dans ses démarches, les médecins du travail aujourd'hui peuvent solliciter les assistants, le service social de l'assurance maladie qui travaille vraiment en lien avec la prévention de la désinsertion professionnelle et peuvent également s'appuyer sur Cap Emploi pour les personnes dont les difficultés santé auraient un impact direct sur leur travail pour étudier les possibilités de maintien dans l'entreprise avec ou pas de projet de reconversion et d'envisager aussi une reconversion externe. Donc,
je l'ai dit tout à l'heure, mais le médecin du travail est bien sûr tenu au secret médical et il délivrera pas d'avis pendant la visite de pré-reprise, à la différence de la visite de reprise. Donc là, on rentre un peu plus dans les détails du service social, de l'assurance maladie qui vient bien sûr vous aider à gérer l'impact de vos difficultés personnelles ou professionnelles liées à votre état de santé quand vous rencontrez un problème au quotidien et qui peuvent vous accompagner au retour à l'emploi. Donc les assistantes sociales, vous pouvez les solliciter quand vous êtes salarié ou travailleur indépendant. Et pour toutes les personnes qui sont en arrêt de travail, qui entraîneraient des difficultés dans leur quotidien. Après, je vais vous appeler 3646 pour obtenir un rendez-vous de l'assistante sociale de votre service et de votre secteur. Et elles réaliseront une évaluation globale en fonction des besoins que vous aurez, qui seront nécessaires de mobiliser et qui pourra réorienter aussi vers différents partenaires, donc Cap Emploi, dès lors que le handicap est le frein principal au retour à l'emploi, pour envisager peut-être d'intervenir auprès de l'employeur dans un premier temps et par la suite de travailler sur la transition professionnelle ou la reconversion. Donc là, c'est un éclairage sur Cap Emploi. Alors là, je maîtrise mieux encore et je maîtrise bien. Donc Cap Emploi, il intervient. Alors là, on fait un focus vraiment salarié, mais il faut savoir aussi qu'on a une mission d'accompagnement vers et dans l'emploi, à la fois vers l'emploi pour tous les demandeurs d'emploi inscrits ou non à Pôle emploi. Alors aujourd'hui, on travaille dans des modalités de rapprochement avec Pôle emploi, où Cap Emploi intervient plutôt sur une modalité d'expertise au sein du lieu unique d'accompagnement. Aujourd'hui, le demandeur d'emploi travaillant handicapé, il s'adresse à son agence Pôle emploi. Il bénéficiera de l'accompagnement d'une team, alors d'une équipe handicap, on va dire, soit d'un conseiller Pôle emploi, soit d'un conseiller Cap emploi, en fonction de l'impact de sa problématique santé et s'il a un fort besoin en rétablissement ou s'il a un fort besoin au niveau de la compensation du handicap, c'est Cap emploi qui le prendra en charge. Et Cap emploi intervient bien sûr pour les salariés, les professionnels de la fonction publique, les travailleurs indépendants, les travailleurs non salariés, voire même les personnes dans le cadre d'un service civique, et on intervient uniquement auprès des personnes dont l'état de santé et le handicap constituent le frein principal. Donc on intervient bien en complémentarité avec tous les acteurs qui peuvent accompagner soit les demandeurs d'emploi, soit les salariés. Quand on dit qu'on travaille en complémentarité, c'est que Cap emploi n'a pas vocation à accompagner tous les travailleurs handicapés, parce que on est vraiment l'expert de la compensation handicap, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette présentation aussi à double bas, Carole. C'est que par exemple, pour accompagner le salarié dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle, on a des conventions de collaboration, et on a une convention de collaboration avec le réseau EVA sur la région PACA, pour justement qu'un salarié qui contacte et qui a un besoin de ce processus d'appui du conseil en évolution professionnelle, s'il est travailleur handicapé et s'il contacte le conseil en évolution professionnelle et que son frein principal dans son parcours, c'est vraiment l'état de santé, il sera réorienté rapidement vers Cap emploi. Et on s'adresse bien aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, nous, notre mission au niveau des salariés, elle est de 3 types. Notre mission prioritaire, c'est d'aller chercher une solution de maintien dans l'entreprise, au poste de travail ou à un autre poste de l'entreprise. Et pour ça, on intervient dans une démarche concertée entre l'employeur, le salarié et le médecin du travail qu'on associera à l'ensemble des étapes pour trouver une solution de maintien dans l'emploi. Et si le maintien dans l'emploi n'est pas possible et que le handicap est prégnant, nous pourrons accompagner dans le maintien en emploi, c'est-à-dire préparer la reconversion professionnelle et externe et anticiper les démarches dans la définition d'un nouveau projet professionnel. Et aujourd'hui, on accompagne aussi dans l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap, dès lors que la situation de santé et le handicap nécessitent une expertise handicap-emploi, c'est-à-dire les salariés qui ne sont pas confrontés à une problématique d'inaptitude, mais qui souhaitent évoluer professionnellement. Je te repasse la main sur le projet. Alors, c'est ta partie. C'est le projet professionnel traité au sein de Cap emploi.
Voilà, donc quand je travaille sur le projet, bah d'abord je fais un point avec mon conseiller en évolution professionnelle. Je regarde rapidement la cohérence de mon projet avec ma situation globale, hein, professionnelle et aussi de santé, et je vérifie les conditions d'éligibilité. Pour travailler ce projet, on peut aller aussi vers des financements de dispositifs de formation comme le projet de transition professionnelle ou encore le dispositif des missionnaires. Ou encore, pour financer certains outils, on va mobiliser le compte professionnel en formation. Et le cas échéant, je réalise un bilan et je fais une VAE qui est une première étape de mon parcours pour travailler le projet. Et bien évidemment, cette démarche que vient d'exposer Géraldine est une démarche qui est commune à l'ensemble des opérateurs aujourd'hui qui délivrent le conseil en évolution professionnelle. Et ce seront je dirais, les slides de conclusion. Comme ça nous laissera le temps aussi de pouvoir répondre aux questions que vous avez bien voulu poser. Donc, vous l'avez compris, vous avez deux aujourd'hui représentants du Conseil en évolution professionnelle. Vous avez Cap Emploi qui va plutôt s'occuper des personnes pour lesquelles la santé est un frein à l'évolution professionnelle. Et après, vous avez d'autres acteurs dont le réseau EVA que je représente aujourd'hui et qui vont s'adresser plus particulièrement aux salariés et aux indépendants, dont la santé n'est pas donc le frein à l'évolution professionnelle. Voilà, ça c'est la particularité entre Cap Emploi et nous. Mais dans tous les cas, ce qu'on souhaite que vous reteniez, c'est que vous avez pu voir que vous n'êtes pas seul dans ce genre de situation. Bien évidemment, il y a multiples mesures, multiples interlocuteurs et c'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver. Et c'est pour ça aussi que le service du conseil en évolution professionnelle existe depuis 2014 et a été rénové en fait en 2020 pour que ça soit encore plus lisible, encore plus accessible. Parce que l'idée, c'est vraiment de vous aider déjà à faire un point avec une sorte d'analyse, si vous voulez, un peu partagée de votre situation et de déterminer après avec vous s'il est nécessaire d'aller plus loin ou pas et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut co-construire ensemble et quel du coup dispositif ou quel service ou quel autre type d'acteur il est intéressant de mobiliser au regard de votre situation et de votre besoin. Donc c'est un service qui est gratuit, qui est évidemment confidentiel, neutre, accessible parce qu'on a un maillage territorial aussi qui permet de vous recevoir sur toute la France et puis un service qui est impartial. Pour que vraiment les choses soient très claires, selon la situation dans laquelle vous êtes, vous allez avoir un interlocuteur référent, vous allez avoir un opérateur CEP référent. Donc encore une fois, pour les salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants, vous avez le réseau EVA, mais vous avez le groupement Évolution, vous avez Antea, Axis, les boutiques de gestion qui sont à votre disposition et vous avez aussi moncep.org en Réunion pour les personnes qui seraient issues de la Réunion. Pour les cadres, votre opérateur référent, ce sera la PEC. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, ce seront les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, ce sera plutôt Cap emploi. Après, comme l'a très bien souligné Géraldine, on travaille en collaboration. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous faites appel à Cap emploi ou à l'APEC ou à Pôle emploi ou au réseau EVA et puis que vous n'êtes pas face au bon interlocuteur qu'on ne vous aidera pas ou qu'on ne vous orientera pas vers le bon interlocuteur. Bien au contraire. On travaille tous ensemble et d'ailleurs, hier, nous étions tous ensemble, vous voyez, pour animer un webinaire sur les acteurs du CEP et le mode d'emploi. Donc, rappel des objectifs clés du CEP, puisque là, on a beaucoup parlé de personnes qui sont en situation de problématique de santé, mais le CEP peut accompagner aussi dans le cadre des questions d'évolution professionnelle, de reconversion, de transition professionnelle, ou encore de reprise ou de création d'activité, ou encore en vue d'acquérir un diplôme, d'envisager une formation pour développer ses compétences, de mobiliser d'autres dispositifs ou encore d'être aidé dans une recherche d'emploi sans forcément qu'il y ait une problématique de santé derrière. Hein. Le conseil en évolution professionnelle, c'est donc un service qui est très large et qui brosse vraiment l'ensemble des sujets qui traitent des questions d'évolution professionnelle au sens large. Et
dans la façon dont on peut vous accompagner, on insiste sur le fait que c'est vraiment un parcours qui est co-construit en fonction de votre situation et de votre besoin. Donc, ça peut être un rendez-vous one-shot. Vous avez une question, comment je mobilise mon compte personnel de formation ou mon compte C2P? Eh bien, on peut vous recevoir, un entretien peut suffire, on vous explique comment mobiliser ces moyens et derrière, vous n'avez pas forcément besoin de revenir nous voir. Comme, à l'inverse, vous pouvez vous inscrire dans une démarche qui nécessite plusieurs rendez-vous, un accompagnement plus poussé qui peut aller parfois même jusqu'à 12 mois. Et dans ces cas-là, on va vous accompagner de façon plus approfondie. Et en sachant aussi que vous pouvez interrompre votre accompagnement quand vous le souhaitez, si vous avez besoin de réfléchir, d'un peu plus de temps pour mener des démarches et venir du coup nous solliciter ou nous ressolliciter plus tard. C'est ce qu'on appelle un parcours itératif et qui vous permet de faire des allers-retours en fonction justement des besoins que vous pouvez avoir. Si vous voulez aujourd'hui prendre un rendez-vous avec un conseiller, vous avez un site internet donc qui est générique, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez demandeur d'emploi, en activité indépendante, etc. Le site sur lequel vous pouvez vous orienter, c'est www.mon-cep.org et c'est à partir de ce site que vous pourrez préciser en fonction de votre région quel est l'interlocuteur vers lequel vous allez pouvoir prendre rendez-vous. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute et pour votre participation active puisque j'ai vu qu'il y a quelques questions qui ont été posées. On va prendre le temps d'y répondre puisqu'il nous reste une bonne dizaine de minutes. Et on va peut-être commencer par la première, tant qu'à faire. Donc c'est Christine qui nous dit j'ai rencontré des discours différents pour des bénéficiaires en arrêt de travail qui contactaient en priorité. Pour des bénéficiaires en arrêt de travail qui contactaient en priorité, moi je pense que dans un premier temps, il faut réaliser cette visite de pré-reprise. C'est important de savoir s'il y a un impact quand même de la problématique santé sur sa capacité de travail. Je rappelle quand même un salarié au démarrage, il est quand même lié à un contrat de travail. Donc et on sait d'autant plus aujourd'hui dans le contexte où on est que de conserver ce contrat de travail aussi parfois est nécessaire. Et aussi de pas utiliser l'inaptitude pour pouvoir partir de son entreprise. Donc la première des étapes, c'est quand même le médecin du travail. Pour moi, le médecin du travail est vraiment au cœur du dispositif. C'est lui qui donne la possibilité de vérifier en fait s'il y a aptitude ou inaptitude au poste de travail. Les médecins du travail, ils connaissent aussi tous les dispositifs. On travaille dans les acteurs du maintien dans l'emploi. Les médecins du travail, ils ont contact avec les assistantes sociales de la CARSAT ou de la MSA. Ils ont contact avec les Cap Emploi de leur territoire et ils savent orienter vers l'acteur le plus compétent pour prendre en charge la situation. Aujourd'hui, l'assurance maladie et la MSA, et dans le contexte de la réforme de la santé au travail, on est vraiment axé sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Et les assistantes sociales, qu'elles soient MSA ou CARSAT, peuvent peuvent réaliser une évaluation globale de la situation et en fonction des possibilités, elles réorienteront aussi vers le bon acteur. Pour mettre après en œuvre, il faut vérifier en fait ce que je dis en fait en clair, on vérifie si on est apte ou pas au poste de travail, on vérifie s'il y a du potentiel dans l'entreprise en fait, dans le cadre d'un maintien dans l'emploi au poste de travail ou à un autre poste de l'entreprise, et s'il n'y a pas de potentiel, c'est là où on commence à travailler sa reconversion. Donc on va pouvoir mobiliser des mesures de prévention de la désinsertion professionnelle avec les services sociaux de l'assurance maladie, et après des choses un peu plus spécifiques avec Cap Emploi, qui est vraiment spécialisé sur les personnes pour lesquelles le handicap ou la situation de santé doit être prise en charge en fait. Voilà. Et bon, merci. Pour tout ça, voilà. Pardon, je t'ai interrompu. Merci Gérald. On a une autre question qui est plus portée sur le PTP, donc le projet de reconversion, le projet de transition professionnelle, pardon. La personne qui était en congé maladie demande s'il faut impérativement reprendre sur mon poste
sur son poste avant de débuter sa formation. Alors, je me permets de répondre, Géraldine, tu me complètes si besoin. Il est clair que, en fait, le projet de transition professionnelle, c'est un congé de formation. Donc, vous ne pouvez pas cumuler 2 congés. Vous ne pouvez pas être à la fois en congé maladie et à la fois en congé formation. Donc, il va falloir forcément à un moment donné stopper le congé maladie pour pouvoir partir en congé formation et le faire évidemment avant de débuter la formation. Après, sur le combien de mois, ça peut être un jour. C'est-à-dire que vous pouvez stopper le congé maladie la veille et démarrer le lendemain le congé formation. Ce genre de questions-là, vous voyez, c'est typiquement l'intérêt de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, parce que c'est justement ça que vous allez aborder pour éviter peut-être de faire des erreurs aussi et de vous retrouver dans des situations un peu compliquées. Médecin conseiller indépendant missionné par l'employeur pour contrôle. Ça, j'ai pas compris si c'était une question. C'est la question en dessous. D'accord, pardon. Merci Chloé. Est-ce que le médecin missionné peut interférer pour la reprise de travail? Je suis RQTH. Je vais laisser Géraldine répondre. Je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on entend par médecin missionné? Alors, moi, je comprends pas la question, je suis désolée. Si on parle du médecin conseil, voilà, le médecin conseil de l'assurance maladie ou de la MSA, c'est le médecin qui vérifie que il vérifie le bien fondé de l'arrêt de travail. C'est-à-dire que je vais vulgariser à ma façon, s'il y a des médecins conseils qui sont dans la salle, voilà. Pour moi, l'arrêt de travail, c'est comme un médicament. L'arrêt de travail, on est en arrêt de travail parce que le médicament de l'arrêt de travail nous permet de retrouver une capacité, nous permet de nous soigner et d'améliorer notre état de santé. À un moment, quand le médicament il fait plus effet, il faut l'arrêter en fait. C'est-à-dire que le bien fondé de l'arrêt de travail, il n'y a plus lieu d'avoir de l'arrêt de travail, et c'est là où on parle de repos limité ou de consolidation de l'état de santé, c'est que là, le médicament de l'arrêt de travail, il n'a plus d'effet, donc on stoppe pour aller soit vers une invalidité, soit pour définir la rente AT, ou soit tout court pour reprendre son activité professionnelle. Le médecin de conseil de la sécurité sociale, il s'occupe de l'état de santé en fait. Il s'occupe de la partie indemnité journalière, le bien fondé de l'arrêt de travail, c'est pour verser les indemnités journalières en fait. Quand il n'y a plus lieu, il arrête l'arrêt et après on bascule sur le médecin du travail qui lui va se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude au poste de travail. Donc s'il y a consolidation ou fin d'indemnité journalière, il faut aller vers le médecin du travail parce qu'il faudra reprendre l'activité ou enclencher sur une inaptitude en fait. Si le médecin, comment il disait là, le médecin missionné, voilà, si on pense que le médecin missionné, c'est le médecin conseil. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Alors, il nous reste 3 minutes, donc c'est vrai qu'on va essayer de répondre à un maximum de questions. Et encore une fois, si on n'y arrivait pas, excusez-nous par avance, mais il y a pas mal de questions qui portent sur des situations particulières aussi, donc il est évidemment difficile de rentrer dans les situations de chacun, mais n'hésitez pas du coup à nous rencontrer dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Carole, oui. Peut-être classer-les par vote, parce qu'il y en a qui ont 19 votes par exemple, donc peut-être répondre à ces dernières qui ont rencontré le plus de votes. C'est une très bonne idée, merci Chloé. Donc on va répondre à celle de Delphine. En arrêt maladie pro, une inaptitude sans reclassement possible envisagée par le médecin du travail. Alors, vous voyez, ça c'est typiquement le style de question individuelle sur lequel je vous invite vraiment plutôt à venir nous rencontrer parce que c'est compliqué de vous répondre de façon individuelle. Donc, pardonnez-moi si on ne répond pas à cette question. Mais par contre, n'hésitez pas à venir nous voir. Quels sont les financements du bilan de compétences à part le CPF? Eh bien, si on parle du bilan de compétences classique, malheureusement, il n'y a que le compte personnel de formation qui aujourd'hui finance le bilan de compétences. Ceci étant, c'est pas parce que vous financez le bilan par le CPF que vous ne pourrez pas bénéficier quand même derrière d'autres dispositifs. En burn-out, par où commencer? Alors ça, c'est une réponse que vous avez dans une slide puisqu'il y avait une situation où il y avait une personne qui était en burn-out, donc je peux y revenir rapidement. C'est le médecin du travail. Voilà. Déjà, aller voir le médecin du travail pour vérifier sa capacité à reprendre ou pas dans son entreprise et à défaut, voilà. L'assistante sociale de l'assurance maladie ou de la MSA pour faire une évaluation globale et si besoin, Cap emploi pour envisager la suite en fait.
Mais Exactement. la visite de pré-reprise, c'est l'outil numéro un, en fait, quand on est en arrêt de travail et qu'on est confronté à une problématique santé. Exactement. Sinon, je vous ai remis voilà la slide à l'écran aussi pour la situation. Donc, vous dites que l'assurance maladie peut financer une mesure de reconversion. De quelle mesure s'agit-il? Alors là, je pense que c'était au moment où on Alors, parlait de l'assurance l'assurance maladie. maladie, elle finance des bilans spécifiques, mais pas forcément dans tous les départements. Moi, je connais la région PACA, mais je connais pas l'ensemble du territoire. Après, pour des financements de formation, alors sur le 13, on a de la financement de formation courte, mais sur des budgets restreints. Donc, moi, je m'aventurerai pas à définir tout ce que l'assurance maladie peut, parce que ça varie en fonction des temps. Quand on travaille sur un projet de reconversion, on va chercher des financements. On est là aussi en termes d'ingénierie de financement, quoi. Voilà. Il n'y a pas un dispositif spécifique comme le PTP au niveau de l'assurance maladie. Il est 10 heures. Nous sommes obligés de nous arrêter là parce qu'il y a d'autres webinaires qui suivent et il faut qu'on laisse la possibilité aux gens de se connecter. Je vois que dans les questions qui restent, il y a beaucoup de questions qui sont liées à des situations personnelles quand même. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous indépendamment de ce webinaire et on fera tout ce qu'on peut pour pouvoir répondre à vos questions en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Je vous remets une dernière fois la slide à l'écran où vous avez le site internet sur lequel vous pouvez nous solliciter, c'est-à-dire www.mon-cep.org. On s'excuse encore une fois si nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble de vos questions, mais on est là pour y répondre si vous venez nous rencontrer. Merci à tous. Merci beaucoup, Géraldine, d'avoir bien voulu accepter d'animer ce webinaire avec nous. Merci, Chloé, aussi pour ton travail de modération. Et puis, on vous souhaite une bonne journée, puis un très bon week-end, puisqu'on est vendredi. Merci. Merci, Carole. Merci, Chloé. À bientôt. Au revoir.